Et nous voici pour la dernière rencontre ici dans cette salle de l'éditorium, en compagnie des trois auteurs qui tout à l'heure à midi ont été honorés, qui ont été primés. 2 coups de chapeau et un coup de cœur. Un livre adulte, un album jeunesse et un coup de cœur du côté du livre adulte. Nous avons Roger Royer pour La Main Blanche, aux éditions de Boré. Au milieu, c'est l'album jeunesse avec Sandy Fiol, qui a été primé pour son ouvrage Léon Roi Jardinier. Et puis juste à côté de moi, c'est Claude Rouge, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur pour votre livre Tony Casperlino. Ce Tony Casperlino, un livre que vous avez écrit en 2014, c'est la conquête par un plombier de l'Élysée. Oui, on peut dire ça, la tentative de conquête de l'Élysée par un plombier, mais ça part bien avant qu'il soit plombier, puisque c'est à l'âge de 7 ans. Il est dans une famille dont le père est plombier, milieu culturel assez pauvre. Il est déjà en échec scolaire, il redouble son CP, il n'arrive pas à apprendre à lire. Il a déjà entendu 50 000 fois qu'on n'en ferait jamais rien de lui. Et tous les soirs, il fait une bêtise pour que ses parents s'occupent de lui un petit peu. Et un soir, sans faire exprès, il dénoue un casse-tête. Il se traînait depuis des semaines sur une table, il prend ça, il se retrouve avec le bois dans une main, la ficelle dans l'autre, disant ça y est, j'ai réussi ma bêtise, j'ai cassé le truc. Et quand son père voit ça, il est tellement surpris qu'il lui dit, toi, un jour, tu seras président de la République. Et ce gamin, on lui a tellement dit qu'il était bon à rien, qu'il va s'accrocher à l'idée sans la lâcher. Voilà. Après, le récit se passe en octobre 2015. Alors c'est un hasard. Enfin, ça ne se reproduira pas, puisqu'il y a 1 an qu'il est sorti. Et il a 45 ans. Il est en train de mettre des papiers sous enveloppe. On ne sait pas ce que sont ces papiers. On l'apprend à la fin du livre. Et en faisant ça, il se remémore toutes les étapes, puis ce jour de l'âge de 7 ans jusqu'à... Et si on veut savoir la fin, comme vous disiez Alors, tout pour à savoir l'heure, la fin, vous avez 2 solutions. solutions. Comme je disais tout à l'heure, celle que je vous conseille, c'est d'attendre mars 2017. Et de toute façon, ce ne sera peut-être pas un coup de cœur. Soit vous plongez dans le livre, hein. Voilà, si vous n'avez pas la patience d'attendre mars 2017. Merci. Sandy Fiol, l'album jeunesse avec Léon Roi Jardinier. Alors votre personnage principal, c'est un roi, mais qui préfère le jardin au champ de bataille. Exactement, donc c'est tout l'inverse de Tony. Moi, mon roi, il a le pouvoir, mais en fait, il n'en veut pas. Il ne sait pas quoi en faire, pour tout vous dire. Il est bien embêté d'avoir ce pouvoir-là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller cultiver son potager et d'observer les étoiles. À part ça, ma foi, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Et du coup, ça va l'entraîner dans pas mal de difficultés, ce roi, parce que, ma foi, autour de lui, ses conseillers disent d'aller guerroyer, qu'il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose d'utile dans sa vie, plutôt que de s'abaisser à ces bêtises qui sont vraiment indignes de sa condition. Et donc voilà, donc nous avons l'effet miroir, Tony et Léon, les deux, celui qui a le pouvoir qui n'en veut pas et celui qui ne l'a pas, qui naît dans une condition tout à fait autre et qui aimerait bien gravir les échelons. Je crois qu'on peut en conclure que les 10 personnes qui ont fait la lecture sont très sensibles aux questions de pouvoir. Il reste un troisième roman où là, c'est un riche Américain qui arrive chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est chez vous parce que vous êtes très attaché à votre terroir. Encore que ça se passe au nord d'Albi, donc on est quand même un petit peu loin de la Loire et de la Haute-Loire. Et il enquête sur la disparition de son oncle disparu en 1871. Oui, c'est voilà, ça. C'est lors de plus ou moins de l'élimination. Pardon, lors de l'élimination des Français par les Prussiens à l'époque, 1871. Et effectivement, l'énigme commence là. En réalité, le bouquin aurait pu s'appeler l'énigme de la main blanche. Parce que c'est véritablement une énigme. En réalité, si vous voulez, mon projet pour ce bouquin était de trouver, c'est souvent la grosse complication pour l'auteur, un thème neuf, si on peut dire. C'est très dangereux de prononcer ça parce qu'on dit bien que tout a été écrit et tout a été lu. Donc si vous partez de ce principe-là, il vaut mieux ranger vos livres et dire je vais faire autre chose. En réalité, j'ai trouvé ce thème intéressant et je peux vous dire une petite anecdote qui ne va pas vous éclairer sur le livre, bien entendu, mais qui va vous faire comprendre pourquoi je suis parti sur ce thème-là. Quand j'étais petit, j'étais tout môme, à 7 ans, mes parents étant déjà séparés depuis pas mal de temps, j'ai vécu un bout de temps avec ma grand-mère Anna, qui est la mère de ma mère.
et qui était assez pauvre d'ailleurs. Mon père n'était pas très riche à l'époque. Et on vivait à Saint-Étienne, rue du Puy, là-haut, vers les mines, etc. Et ma grand-mère avait une chambre seulement. Alors elle avait son lit, elle avait son fourneau, elle avait son armoire, et un petit lit pour moi. Et l'hiver, essentiellement, parce que l'été, ça se justifiait un petit peu moins, elle me disait quelquefois, bon, écoute, ce soir, mon Canou, alors, j'étais son canard. J'étais tout blond, ça m'a un peu passé, avec les yeux noirs. J'étais son canard, et elle m'appelait son Canou. Elle me dit, écoute, Canou, ce soir, je te raconte une histoire. Oui, mémé. Alors elle me disait, bon, à telle heure, tu viens, tu bondis dans mon lit, et je te rejoins. Alors j'adorais son lit, parce que c'était un matelas en laine, cardé tous les ans, un gros étredon que je tirais sur mon nez, etc. J'adorais ça. Et alors, pour me faire râler, elle me disait, bon alors, mon Canou, je te raconte quoi comme histoire? Alors, attends voir. Je réfléchis. Ah, je te raconte la main blanche. Ah non, mais pas la main blanche. J'avais horreur de cette histoire-là. Parce qu'en réalité, c'est un type, en remontant de la ville, ça pourrait être Saint-Étienne, ça pourrait être ici, et il a été vendre des bêtes, et il remonte, après avoir vendu les bêtes qu'il voulait vendre, et c'est l'hiver, il a de la neige jusqu'aux genoux, mais c'est pas un problème, il connaît très bien le coin, il va remonter dans sa ferme les yeux fermés, et à un certain moment, il s'arrête dans une clairière, et il fait un petit pipi, voilà. Et puis, comme tous les messieurs, quand on fait ce genre de choses, on regarde un peu en l'air, on regarde un peu à droite, à gauche, en attendant que ça se passe. Et puis, soudain, en revenant sur terre, au milieu de la clairière, qu'aperçoit-il? Un bras gelé et une main blanche, cristallisée, qui sortent de la main neigeuse. Alors, pour un petit enfant, c'est terrible, hein, un truc comme ça. Ça vous terrorise. Alors, évidemment, ma grand-mère changeait. Elle me dit, bon, ben, ça va, je ne te raconterai pas la main blanche ce soir, je vais te raconter autre chose. Donc, l'histoire est partie de là. Et ça nous entraîne très loin, cette histoire-là. Parce que, probablement, le thème a l'avantage d'être nouveau. Et puis, il va y avoir un mystère de la main blanche qui va se développer tout le long du récit. C'est-à-dire que vous prenez le mystère de la main blanche à la première page et vous le traînez jusqu'à la 420e page où vous savez à peu près ce qui va se passer. Donc, si vous voulez, je ne vais pas dire que c'est un tour de force de l'auteur d'avoir tenu son public en éveil et en haleine, je dirais, pendant 400 pages, mais tout de même. Et je crois que c'est une des originalités du roman. En tout cas, vous savez bien le présenter. Et conclusion, si parmi vous il y a des grands-parents, faites peur à vos petits-enfants, voilà. Vous allez peut-être réussir à en faire des écrivains. Sandy, vous avez fait des études de graphisme en Grande-Bretagne, puis à Strasbourg en Alsace. Exactement. D'abord en Grande-Bretagne, en Écosse, pendant quelques années, donc l'équivalent de Art déco Beaux-Arts, ce qu'on peut trouver en France. Et puis ensuite, je suis revenue en France aux Arts déco à Strasbourg. Donc graphisme, illustration, enfin on appelait ça publicité à l'époque, on ne parlait pas encore de graphisme. Voilà. Et donc j'ai été graphiste illustratrice et enseignante en graphisme pendant d'assez longues années, oui. En préparant cet entretien sur Internet, j'ai mis le doigt. Oui, vous avez fouillé, vous avez cherché. Eh oui, Internet, c'est un grand indiscret. J'ai vu que vous avez été en Avignon restauratrice de documents graphiques. Oui. Je ne savais même pas que c'était possible, ce genre de choses. Restauratrice. Est-ce que vous ne le faites plus, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette activité? Alors j'ai été restauratrice de documents graphiques et de livres. Et de jeux. Et voilà, il y avait des jeux. Je travaillais beaucoup justement sur les livres pour enfants, puisque c'est une activité que j'ai eue après le graphisme et l'illustration pendant quelques années. Et donc forcément, étant passionnée de livres pour enfants, je me suis spécialisée sur le 19e et 20e siècle et donc sur l'enfantinat. Et sur les livres pour enfants, sur les livres animés, sur Alors qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Alors généralement, on travaille pour des libraires et on travaille pour des collectionneurs essentiellement. Ouais. Il peut arriver qu'on travaille sur des livres qui ont plus une valeur sentimentale. Ça peut arriver, par exemple, c'est le livre de la grand-mère, donc voilà, là il y a une valeur presque familiale, mais la plupart du temps, quand même, ça reste vraiment bon, il faut que le livre ait une certaine valeur pour qu'on puisse entreprendre une restauration, parce que sinon, j'allais dire, malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc voilà, je travaillais vraiment sur, ça peut être vraiment toutes les périodes, hein, c'est-à-dire j'ai eu des livres 17e, 18e, mais bon, avec quand même cette spécialité-là. Et puis aussi la partie document graphique. Donc là, c'est ce qu'on appelle document graphique, c'est tout ce qui est œuvre papier. Donc ça va de restauration, d'aquarelle, de gravure, voilà, tout ce qui est un support papier à la base. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de
pas trop en faire, en fait. Par rapport à un travail de création, la restauration, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous oublier complètement dans le respect de l'œuvre. Donc il faut savoir jusqu'où vous allez aller pour être dans le respect patrimonial, en fait. On ne vous demande pas de faire du neuf. On ne vous demande pas de faire du neuf, c'est pas le but, ou alors c'est que vous avez raté le coche si vous faites du neuf. Et c'est un bon apprentissage pour être illustratrice? Bon apprentissage. Alors pour être illustratrice, je ne sais pas. Pour la création en général, c'est un bon apprentissage d'humilité, parce qu'on apprend beaucoup à s'oublier avec ce travail-là. Donc après, quand on revient à la création, ce qui est mon cas, parce que j'ai un peu fait des allers-retours comme ça, on gagne en recul par rapport à son travail. Et puis aussi par rapport à des techniques, puisque bon, voilà, c'est un métier d'artisan, donc on apprend toutes sortes de techniques qu'on va pouvoir ensuite réexploiter dans son travail, et notamment dans mon travail d'illustration, dans ce que je fais plus récemment. Il y a des choses, par exemple, je vais utiliser beaucoup de ces vieilles chromolithographies ou ces vieilles images pieuses qu'on avait au 19e siècle, que je vais maintenant réutiliser dans mon travail. Donc ça, c'est vraiment mon travail de restauratrice qui m'a amené justement dans aller farfouiller un peu dans les brocantes et découvrir tout cet univers-là. Donc il y a toujours, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, de toute façon, vous amène à faire des vases communicants comme ça. Transposer. Voilà, on s'enrichit de son expérience. Pardon, je ne vous ai pas laissé finir. Claude Rouge, vous, c'est votre 3e roman, et quand même, quand on regarde les 2 précédents, il y a quand même un leitmotiv. Si je prends le premier roman, En scène, c'est un jeune cadre qui est amateur de théâtre, et à un moment donné, il mélange les rôles. Le 2e roman, Choc frontal, c'est un chef magasinier qui a des idées humanistes, mais un beau jour, sa fille lui dit qu'elle va épouser un Marocain et se convertir à l'islam. Petit bouleversement. En tout cas, ce que l'on peut dire, ce sont toujours des sujets de société qui expriment quand même une difficulté de vivre ensemble. Oui, je crois que c'est le point commun des 3 livres. Avant les livres, donc le premier a été écrit en 2008-2009 et édité en 2010. Mais avant, j'avais 30 ans d'écriture de chansons. La première chanson, je crois que je l'ai écrite en 1974, le premier spectacle en 1981, donc je vais bientôt être à 35 ans de spectacle. Et s'il y a un fil directeur dans l'écriture, c'est tout ce qui me touche, mais c'est toujours comme ça, tout ce qui me touche émotionnellement. Et moi, je vis comme tout le monde 24 heures sur 24 dans une société, donc ce qui s'y passe, je ne suis pas indifférent, ça me touche. Donc j'ai toujours utilisé, pour moi, la manière de réagir à des événements ou à des états, ça a été l'écriture. Donc ça a été pour la chanson, et puis j'ai jamais décidé d'écrire un roman. Un jour, j'ai mis pour En scène, j'ai écrit la première et la dernière phrase. Ça correspondait à 2 images, et j'avais une grosse motivation à écrire sur le lien entre ces 2 images. Comment passer de la première à la deuxième. Mais j'avais aucune idée de la distance ni de la forme. Et c'est le 3e jour que j'ai réalisé que j'étais en train d'écrire un roman. Et que j'ai mis un saut de page sur la dernière phrase en me disant que je la retrouverais un jour. Et je l'ai retrouvée 18 mois plus tard. J'étais sûr de la retrouver. J'avais quand même un peu peur de me perdre, parce que quand on écrit une chanson, c'est très court, et puis si on se rate, on la jette, on en fait une autre. Mais en fait, voilà, c'est venu comme ça. Donc c'est pas tellement, pour moi, c'est pas la forme qui est déterminante. Enfin, je crois que j'étais très marqué par j'ai écrit pas mal de chansons pour enfants à une époque, je faisais pas mal de spectacles. J'avais d'ailleurs croisé Anne Sylvestre à une époque, je suis allé la saluer. C'est un jour, un chanteur m'a dit, si un jour tu n'as plus rien à dire, arrête d'écrire. Et ça, c'est resté gravé en moi. J'écris non pas pour le plaisir d'écrire, non pas pour vendre des livres, c'est encore moins, non pas pour être ici et puis vous parler. Moi, j'écris parce que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Et le fil directeur, il est là. Quelque chose à dire sur la société? Alors, je voulais simplement ajouter une chose. Dans mes multiples activités professionnelles, d'abord j'ai eu de multiples activités professionnelles en parallèle, ce qui est assez rare. Hein. J'étais dans le milieu industriel, j'ai travaillé aussi en tant que métier artistique. Et dans le cadre de ce métier artistique, j'ai travaillé pendant 25 ans comme intervenant en milieu scolaire. Et j'ai créé des outils pédagogiques qui prennent place dans les projets de prévention de la violence. Et quand on a baigné pendant 25 ans là-dedans, ça vous marque. Et je suis sûr que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas écrit les trois livres. Voilà, l'association Alentour. Alors, Alentour, c'est l'association dans laquelle j'ai à la fois développé mes activités artistiques avec d'autres, et avec d'autres aussi, ce travail d'intervenant
par rapport à la prévention de la violence, et aujourd'hui dans la gestion pacifique des conflits. Tous les trois, vous avez eu la joie, l'honneur et le bonheur d'être primés tout à l'heure. Vous avez dit, c'est la première fois, d'habitude je n'accepte pas, mais là j'accepte. Oui, moi j'ai toujours été très réticent par le classement dans le domaine artistique. On est tous des créateurs. Alors, d'abord, c'est hyper subjectif. Hein. Et donc, moi, chaque fois, quand j'étais chanteur, puis qu'on m'invitait à des scènes ouvertes avec concours à l'applaudimètre, alors ça, c'est bidon parce que c'est le gars du coin qui gagne. Mais indépendamment de ça, moi, je disais, mais pourquoi, à quoi ça sert? Et j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Et puis là, on est venu me chercher déjà. Donc, c'est un signe. Hein. Et puis, tout à l'heure, j'ai expliqué, on me demandait 3 livres. La plupart des auteurs, ils vont dire, oula, 3 livres, ils exagèrent, on ne va pas les revoir et tout. Mais moi, je me suis dit, il y a au moins 3 personnes qui vont s'intéresser à mes livres. Voilà. Ils vont être obligés de les lire. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui me gêne là-dedans et que je n'ai pas développé tout à l'heure? Pour moi, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière. Hein, quand on met quelqu'un dans la lumière, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Hein, regardez, l'ombre, elle est là-bas, la lumière est ici. Quand on met quelqu'un en lumière, on met les autres dans l'ombre. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que le bouquin Tony Casperlino, il était mis en lumière. J'en ai vendu beaucoup plus que d'habitude, mais les 2 autres, ils se sont retrouvés dans l'ombre. Et donc j'en ai moins vendu que d'habitude. Voilà. Ces prix ont été accordés par un jury. Il y a des membres du jury ici. On va leur passer le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez organisé, hein, on ne vous demande pas les jugements de valeur, là, mais comment vous êtes organisé pour recevoir les prix et tout doucement arriver à ces 2 coups de chapeau et ce coup de cœur? Alors, d'abord, c'était par le biais de la bibliothèque qu'on prenait les livres. Donc, on a commencé vers le 10 juillet à avoir les romans à disposition. Et on avait jusqu'à peu près fin septembre pour les lire. C'était quand même assez hard. Hein. Donc, vos soirées étaient prévues? Oui, c'était bien occupé. Donc, il y avait plusieurs romans à disposition. Donc, chacun pouvait prendre au fur et à mesure les romans. Donc les membres du jury étaient sur différentes communes et certaines communes en avaient à disposition aussi. Voilà. Et donc fin septembre, nous nous sommes réunis et nous avons fait une délibération qui nous a quand même pris du temps parce que les romans étaient quand même passionnants. Et quand même beaucoup de choix revenaient. Enfin, comment dire, la sélection a été dure quand même. Voilà, parce que beaucoup nous avaient plu. Oui. Et nous avons fait plusieurs fois des votes pour arriver à extraire des livres. Ah oui. D'où les deux prix. Les 2 prix. Voilà. Vous avez eu sensiblement ex aequo, à une voix près. Voilà, vous avez le coup de chapeau parce qu'il y avait du désaccord. Allez-y. Si ça a été peut-être dur d'abord de décerner les livres. N'ayez pas peur d'approcher du micro. Voilà. C'est simplement, le point de départ, c'est d'abord une petite annonce à la bibliothèque, à la médiathèque, cherche jury, personne ne pouvant figurer dans un jury pour un livre, la fête du livre de Chazelles-sur-Lyon. Donc, on pose des questions et tout. On réfléchit un petit peu dans sa tête. Bien, tiens, pourquoi pas tous, je pense qu'on est quand même des grands lecteurs. Mais ce que Sandrine disait avec juste raison, ce mois de juillet, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Oui. On est tous arrivés avec notre culture, avec notre vécu. Je crois que... Je vais vous demander, il y avait un homme parmi le jury? Il y a un homme parmi le jury? Oui. 2? Ils savent lire, donc. 2 hommes. Et des gens de tout âge. Hein. Il y avait une dame qui n'est pas là, qui était très âgée. Des gens de tout âge. Le seul point commun, c'était la ville de Chazelles-sur-Lyon, oui. Viricelle, enfin la communauté de communes de Chazelles-sur-Lyon. Voilà, c'était le point commun qui nous reliait. Et c'est peut-être de là qu'au moment de la délibération, c'était très intéressant d'écouter pourquoi un livre qui, nous, a priori, nous disait rien, pourquoi il plaisait à telle personne. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'écoute quand même. Ça s'est passé dans le respect, dans la bonne humeur. Après, à la fin, il fallait défendre. Il fallait défendre quand même. Et donc, il y a eu un dispositif différent en ce qui concerne l'album jeunesse. Puisque là, ce sont les écoliers, ce sont les enfants des écoles qui ont fait leur choix. Il n'y a pas de témoignage là. Hein. Alors, vous, ça vous a troublé tout à l'heure, parce que vous avez dit, au moins, ce sont mes vrais lecteurs qui ont tranché.
Oui, parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on puisse avoir un retour. Alors, je pense que ça sert d'avoir un retour de nos lecteurs, peut-être pas seulement pour la jeunesse d'ailleurs, hein, c'est pas seulement vrai pour la jeunesse, mais particulièrement pour la jeunesse. Voilà, une fois qu'on a écrit, le livre nous échappe complètement, et on ne sait pas. C'est quelque chose, c'est un travail qui est très solitaire finalement de bout en bout, parce que bon, à part sur des salons comme ça, voilà, mais c'est vrai que bon, en plus pour l'album jeunesse, c'est à la fois les parents et les enfants, hein, finalement, c'est aussi pour les parents se font plaisir aussi, hein, de toute façon, donc ils sont contents d'avoir une dédicace. Donc là, le fait que ce soit des enfants qui aient fait ce choix, ça m'a beaucoup touchée. Oui, ça montre que, même si, bon, honnêtement, le travail, on le fait aussi pour soi. Enfin, on ne pense pas forcément aux enfants au moment où on va écrire ou illustrer. Malgré tout, on est quand même heureux de savoir que ces enfants-là vont aimer ce livre-là, parce qu'on se retrouve enfant lecteur, quand on était enfant et qu'on prenait ce plaisir à lire, ce qui était évidemment le cas. Je pense que c'est le cas de tous les gens qui font d'albums jeunesse. La plupart du temps, on est à peu près sûr de trouver des gens qui dans leur enfance, étaient fous du livre. Donc, ce qui est bien sûr mon cas, et puis le cas de tous ceux qui sont présents aujourd'hui, évidemment. Est-ce que je peux vous demander, donc, Claude Rouge, de nous lire un extrait pour nous donner un petit peu la musique du texte dans l'oreille? Oui, c'est au début, enfin au début, pas au tout début, mais Tony a 14 ans, et comme il ne connaît rien à la présidence de la République, il est allé s'acheter un livre sur les présidents de la République, et bon, c'était compliqué parce qu'il n'a pas compris ce que c'était que la Ve République, enfin bon, tout ça, il y a tout un quiproquo avec ça. Finalement, il se retrouve avec un livre dans les mains qui décrit les 4 premiers présidents de la Ve République. Et donc c'est un samedi, il s'assoit dans son lit, et sur son lit, jambes allongées, pour partir à la découverte de ces 4 présidents. Lorsque ma mère a crié « à table » parce que les pâtes étaient cuites, mon choix était fait. Valéry Giscard d'Estaing. Le plus classe dans l'allure et de loin. Un nom terrible comme je n'aurais même pas imaginé que ça puisse exister. Et surtout, le coup de l'accordéon. Une idée géniale. Faire de la musique populaire devait plaire à beaucoup de monde. Leur montrer qu'on est proche d'eux, qu'on sent les choses comme ils les voient, qu'on les comprend. La grande gueule du général qui se la pétait, que ça n'était pas possible. Le gros bouffi de Pompidou sorti du fin fond de sa cambrousse. Le Mitterrand avec ses chiens et sa France tranquille. Il ne lui arrivait pas à la cheville au Valéry Giscard d'Estaing. Et si les 3 autres avaient réussi à devenir un jour président de la République, alors franchement, moi, Tony Casperlino, j'avais toutes mes chances. Lorsque j'ai posé le livre, ma décision était prise. Le lundi suivant, j'irai voir le professeur de musique pour me renseigner sur l'accordéon. Et puis dès que j'en aurai l'occasion, je passerai à la mairie pour demander comment on peut faire pour changer de nom. Tony Casperlino, c'était juste bon pour ne rafler que les voix des Italiens. On peut faire la même chose avec vous? Alors le texte c'est ceci. Le lendemain, flanqué de 2 gendarmes, à l'aube à peine mûr, Cordeille, c'est le capitaine de gendarmerie, Cordeille partit à l'assaut du mas des Esparres. Ils y arrivèrent à 6h30, heure légale pour réveiller un citoyen. Les chiens donnèrent l'alerte. Un grincement les prévint que l'on ouvrait un volet. Ils ouvrirent la tête, n'aperçurent personne. L'adjudant gueula en tambourinant à la porte. « Gendarmerie nationale, ouvrez !» 5 minutes passèrent avant que Léon, c'est le chef du groupe, avant que Léon tirât enfin le verrou dans un claquement. Et Hirsute, débraillé, demanda « C'est qui ?» Cordeille ricana « Les petites sœurs des pauvres. Ça se voit, non ? Perquisition officielle, laissez-nous entrer. » Sur la table, Cordeille avisa une vingtaine de bouteilles alignées, dont certaines étaient pleines. Donc il y avait un trafic d'alcool sous-jacent. Dont certaines étaient pleines. L'une d'elles ayant encore l'entonnoir dans le goulot. C'est de l'eau de Lourdes, s'enquit le chef de la brigade, naturellement. Il reniflait une bouteille. Vous avez de la chance, on n'est pas ici pour ça. C'est beaucoup plus grave. Achille, en fait c'est lui le patron, c'est l'aîné. Achille descendit de l'étage en bougonnant. On n'arrête pas de nous emmerder depuis quelque temps, c'est pas vrai ça. T'as raison Achille, c'est pas fini. C'est quoi que vous voulez ? On veut savoir l'heure, Achille, pas plus. On veut savoir l'heure. Ah, l'aîné des Pitaval ne réalisait pas trop la situation. Corneille, il est là. Tu sors ta montre, c'est tout. Le vieux Finot dansa d'un pied sur l'autre. Mais quelle montre ?
Eh, tu sais bien, fille, Achille, celle que de l'autre fois, celle qui joue de la musique. Je ne sais pas où elle est, moi, au juste. Corneille ouvrit sa sacoche et retira le document officiel. Mandat de perquisition. Achille, mais on ne va pas en avoir besoin. Moi, je crois que cette montre est tout bonnement sur ta table de nuit ou dans la poche de ton veston. Hein? Si Roger, je suis obligé de mais- faire l'empêcheur de lecteur en rond. On vous remercie tous les trois en espérant que ce prix, eh bien, non seulement, mais on n'en doute pas, vous donnera envie encore d'écrire toujours et encore, permettre aussi de faire, le mot promotion n'est pas joli, mais de faire encore mieux connaître les 3 ouvrages qui sont primés. Et merci aux lectrices d'avoir pris tout ce temps et d'avoir accepté aussi de donner leur grain de sel dans cet entretien. Merci à vous et selon la formule consacrée, bonne lecture. Merci à tout le monde. Merci à Merci. Merci.